Vous connaissez le rendez-vous, nous sommes encore bien ensemble pour une cinquantaine de minutes pour parler sport sur SOS Docteur TV. Vous êtes les bienvenus. Nous parlons d'abord de basketball, nous dressons le calendrier du week-end et puis les résultats de la dernière journée, sinon le troisième chapitre au niveau de la Ligue Lomé Golf de la discipline. Nous évoquons également le retour à la compétition des pensionnaires de la D1 de football. Oui, à partir de ce samedi et dimanche, on aura bien sûr la 14e journée avec beaucoup de suspense attendu pour la phase retour. Nous avons également comme invité dans quelques minutes Dr Claude Djaoupé, qui est le chef du département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Avec lui, beaucoup de discussions à bâton rompu concernant son parcours, ses expériences et les responsabilités, bien sûr, des officiels de match lors, bien sûr, des rencontres de football au Togo. Voilà pour le menu. On va prendre le temps, oui, de revenir dans un instant après le jingle pour saluer nos invités. À tout à l'heure. Nous sommes tout heureux, oui, de vous savoir bien nombreux pour ce week-end, pour bien sûr suivre l'actualité sportive sur notre chaîne. Le capitaine, il est bien présent, frais et en pleine forme, avec le sourire de l'Haïti. Bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à nos amis qui sont devenus des inconditionnels de cette émission. Sinon, je vais bien. Comment le week-end? Non, ça va, on rend grâce à Dieu. Dans la gestion non, ça va. D'un sage et d'un capitaine. Je ne sais pas si lui, c'est son vice. Mais également là, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les passionnés du Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Un grand plaisir de les retrouver sur ma tête. Comment vous sentez aujourd'hui? Ça va, en pleine forme. Ça se sent? Ça va. Oui. Ouais. Apparemment, vous avez fait du sport aujourd'hui. Ah oui. Vous êtes très frais. Ah oui. On va commencer toujours dans la bonne humeur pour parler d'abord de la balle au panier, pour parler justement du basketball avec bien sûr Fernand à la technique. On va peut-être rapidement regarder les résultats de la troisième journée disputée le week-end dernier pour justement avoir une idée sur ce qu'il s'est passé concernant justement ces différents résultats. On voit bien sûr que chez les hommes, par exemple, Early Star a dominé, a écrasé Fighter 71-51. Chez les hommes également, la belle victoire, bien sûr, surprenante, non pas surprenante, mais écrasante plutôt, je veux dire, de l'étoile filante 84-49 face à Faba. Il y a eu également des matchs chez les dames avec la défaite, oui, de l'étoile filante de Lomé 48-38. Face à l'équipe du Racing Club, chez les hommes, Racing Club également, qui a fait bien, qui a fait mieux, 70-52 contre Ndibi. Il y a également, on rappelle qu'il y a des compétitions des moins de 16 ans également qui se jouent en garçons et filles. Pourra-t-on dire, oui, que voilà, la pépinière également est servie pour pouvoir acquérir des expériences avec le temps? Oui, on ne cessera jamais de le dire, qu'il faut la base en toute discipline. Et aujourd'hui, au niveau du basketball, quand on sait que voilà, au Togo, la morphologie au niveau des Togolais, c'est pas tout à fait la grande taille, alors que cette discipline qu'est le basketball demande beaucoup plus de taille. Oui. Aujourd'hui, quand on prend un peu ce championnat, on se dit voilà, il y a quand même un avenir très très prometteur et ça passe par la base également avec les jeunes joueurs qui essaient de faire tout pour pouvoir remplir les paniers. Oui. C'est de bonne guerre parce que le Togo, sur l'échiquier continental, même si on est représenté, c'est pas tout à fait le bling-bling au niveau du basketball. Exactement. Et il nous faut des pépinières. Oui. C'est quand on plante un arbre qu'on attend beaucoup plus des fruits au final. Donc, quand c'est bien nourri, il y a souvent ces résultats qui tombent. Donc, c'est pas de la magie. Si vous voulez bien sûr aller de l'avant, il faut du travail. Et ça passe par la base. Et la rigueur aussi, un peu plus de ça. Et surtout la planification. Parlant de planification de l'Haïti, on remarque que les matchs au niveau de la Ligue se déroulent sur 3 sites. On parle du terrain Soalos, que vous connaissez très bien, le terrain d'Atikoumé et également le municipal de Lomé. Oui, si vous écoutez un peu la présidente de la Fédération basket, oui c'est ça, Zina Alikambio, sorti de l'AG, il a dit que cette année, cette saison, il va pousser les ligues, il va aider les ligues à avoir des infrastructures, à avoir une pépinière, U15, U18 et autres là, et puis se consacrer sur la sélection nationale. Aujourd'hui, on voit que ces paroles sont matérialisés et déjà on a des championnats au niveau des ligues avec sur 3 terrains, Atikoumé, municipal et autres là, et de la modèle. Voilà. C'est de la bonne augure pour la ligue et la fédération et ces joueurs aussi qui ont soif de la compétition. Exactement. Vivement on va les suivre sur tous les terrains là, pour voir
le spectacle. C'est très important, oui. On a quand même souligné haut et fort que cette discipline-là puisse être vulgarisée, aller à l'encontre du public, oui. Parce que quand on prend un peu le stade omnisport de Lomé, pratiquement toutes les compétitions ce jour-là. Oui, et là, c'est pas un bon signe. Donc cette fois-ci, vous qui par exemple habitez à Zanguera, Zanguera c'est très loin. Sotral, il faut être ponctuel. Et quand on n'est pas ponctuel, c'est difficile en tant que passionné d'aller suivre ces matchs, mais aller vers la population, le public, on va retrouver forcément de l'ambiance parce que la discipline demande plus d'ambiance. Et c'est l'occasion au niveau des organisations également de retrouver ce côté de musique, parce que le basketball s'accompagne avec de la bonne musique. On a des jeunes artistes qui aujourd'hui veulent devenir des grands artistes de demain. Oui. C'est l'occasion de les faire sortir. On les appelle souvent les underground. Donc il faut une bonne organisation. Tout passe par la bonne organisation. Oui. Et quand c'est bien suivi, on a toujours des résultats. Et surtout, amener ce public-là à s'intéresser à la balle au panier, ça commence déjà bien avec les 3 sites dont on parlait tout à l'heure, terrain d'Atikoumi, de la Modèle et puis de Swallows, que l'on connaît très bien. On va regarder le calendrier du week-end, oui, parce que là aussi, il y a des matchs intéressants de part et d'autre, avec toujours la complicité de Fernand pour voir ce qui nous est proposé justement cette fin de semaine sur le terrain d'Atikoumi, par exemple. Chez les U16, on aura CDJ Don Bosco UBC, UBC également CDJ Don Bosco, chez les filles comme chez les garçons. Faba croise Vezos BBC, sans oublier UBC Dito, bien sûr, sur le terrain d'Atikoumi. On fait un tour du côté du terrain de la Modèle, où on va suivre, bien sûr, chez les seniors, CBS Racing Club, chez les dames, à 17h, sans oublier CBS Phoenix, chez les hommes, à partir de 18h30. Gros match attendu sur le terrain de Swallows. Swallows qui accueille l'étoile filante chez les dames. Le match est à suivre à partir de 16h. Et puis, les mêmes hommes, oui, chez Swallows, croise la formation de la Modèle. Il y a un gros match attendu là-bas. Faites le déplacement. L'entrée est libre et gratuite. Et vous serez tout simplement servis. Messieurs, on a terminé. On va baisser le rideau concernant le basketball. On repart vers la régie, partie nationale, et on parle football. Nous nous intéressons désormais au retour à la compétition des pensionnaires de la D1. Et Tchevitengi, la pause n'a pas été très longue, hein, la régularité, la constance, histoire de retrouver rapidement les joueurs et les acteurs. Oui, quand on sentit un peu au début de saison, on était quand même en retard par rapport aux différents championnats dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, y compris sur le vieux continent également. Donc il y a de quoi réagir tout de suite dans la reprise. Et voilà, nous y sommes. Avec une phase aller qui... 3 semaines de pause. Hein. Oui. C'est déjà bon. C'est déjà bon. 3 semaines pour la trêve. Oui. Ça va permettre à ces équipes-là de revoir ce qui n'a pas marché pour la phase aller. Exactement. Quand on s'en tient à cette phase aller, on a eu quand même des équipes qui étaient en difficulté. Je ne vais pas quand même me mettre à citer les noms. Ils se connaissent, ces équipes-là. Donc... pour moi, la reprise, ça vient point nommé pour relancer encore ce championnat. Parce que quand on parle d'un championnat local, on s'attend forcément à la fin à des résultats très très conquérants. Et surtout les meilleurs joueurs qui doivent sortir pour pouvoir étoffer les effectifs au niveau des équipes nationales. Bah, allons-y, nous y sommes. Nous y sommes. Mon cher Delaïté, la Fédération togolaise de football respecte son calendrier, tout ceci également pour permettre qu'on ait un championnat de qualité. Oui, un championnat de qualité d'abord avec 14 équipes pour cette saison. C'est un signe pour dire que la Fédération veut révolutionner les choses au niveau du championnat. Et puis 3 semaines de détente, de congé de détente pour les clubs de bien... ça fait rire un peu. Oui, hein, pour finir les choses. Pas forcément à la détente. Oui, pour finir les choses, parce que ça, la détente... Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, c'est important aussi. C'est important pour les joueurs aussi. Il faut se permettre loisir. Oui, un peu de congé. Un peu de congé. Ah, oui. Donc, ces clubs-là qui sont en difficulté, comme Thierry vient de le dire, doivent confirmer pour cette phase de retour-là. Pourquoi ne serait pas aller chipper la première place, mais assurer leur maintien, parce que ça serait très, 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 très difficile pour ces clubs, parce que cette seconde partie du championnat... Vous reconnaissez qu'il y aura du suspense? Oui, il y aura du suspense, parce qu'on joue aujourd'hui et dimanche, et mercredi on joue, samedi on joue, donc ça devient une journée ou bien un championnat compliqué et laborieux. Donc attention à ces équipes qui vont encore dormir sur leur laurier.
Je reste avec vous dès là pour parler de ces 2 premières journées. En fait, sinon, les 2 matchs en avancé, voilà, pour parler en bon français. Il y a Asbina à Doumbé FC et puis Entente de Barracuda. Que dire? Oui, en tant de Barracuda, quand on sait que ce sont les deux équipes se connaissent très bien. La saison, la première partie, c'est Entente qui avait battu tout simplement Barracuda 1-0. Aujourd'hui, on a vu Entente lors de la trêve ses préparatifs. Ils sont partis à Takpamé pour faire des séances sur les montagnes. Ils ont disputé. Oui. Ils ont monté. Oui, ils ont monté pour faire des exercices. Ils ont joué. Qu'est-ce qu'ils recherchent à travers ça? Non, c'est l'endurance et la condition physique pour les joueurs les joueurs. Oui. Donc, ils ont disputé 2 matchs amicaux, soldés par des victoires. Envoie l'effectif ou bien les dirigeants d'Entente, ils sont prêts à conserver leur fauteuil de leader parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est eux le patron de ce championnat. Exactement. Mais à côté, il y a Barracuda qui est mal en point, mais qui a envie de faire mieux de faire mieux. Et les dirigeants ont bien compris. Ils ont étoffé l'effectif avec un certain Agbemefa Martin. Qui a signé, dont on a vu la signature cette semaine. Exact, un produit pur de Hadji Sport, donc qui a étoffé l'effectif de Barracuda pour apporter un peu un plus de fraîcheur à cette formation de Barracuda. On entend, c'est Agbossime entre les 2 équipes. Quand on sait qu'Agbossime, ça sourit aussi pour Entente et Barracuda, mais attention, ça serait un peu séquent parce que Barracuda va essayer d'engager déjà des points pour se maintenir en 2-1. Vous le dites si bien, mon cher Etchevi. Il y a cette question relative à Doumbé qui a eu des difficultés, vous en parliez tout à l'heure, même si vous pouvez les citer, on va les citer énormément. Doumbé a eu beaucoup de problèmes lors de la première phase ou la phase aller. Vous voyez comment cette équipe, elle va jouer, elle a trouvé des solutions? Il y a de l'argent qui est de retour? Des solutions tout de suite, je ne saurais quand même dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est un club qui nous a montré ses limites lors de la phase aller, que ce soit financièrement. Le coach a démissionné. Oui, il n'est plus à la tête de cette équipe-là. C'est déjà un désavantage pour cette formation, parce que quand on parle d'une phase retour, il faut un entraîneur qui a commencé le travail et qui doit quand même le finir. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être une réorganisation au niveau de ces dirigeants de Doumbé. Donc, qui sait, tout ce qu'on demande au niveau de Doumbé aujourd'hui, c'est d'avoir quand même un bon parcours à la phase de retour pour pouvoir se maintenir, parce que c'est l'enjeu primordial pour cette équipe. La question est de savoir, est-ce qu'ils ont de l'argent désormais? Ils seront fait la part des choses, parce que, ils vont les taper à l'époque. Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre, quand vous l'avez pas. Il a d'autres informations pour nous. J'ai parlé tout à l'heure de Lévi, il a des informations sûrement, parce qu'il est en train de remuer la tête. Pour moi, je m'en tiens sportivement au niveau de Doumbé. On parle du départ de certains joueurs, avec les jeunes joueurs qui viennent étoffer cet effectif-là, ou sur cette phase retour, il faut de l'expérience également. Donc je crains très très fort pour Doumbé. Ça va passer par l'Asbina, qui nous a montré quand même de très très belles choses, très intéressantes lors de la première phase. Ils vont essayer de continuer sur la même lancée. Attention, c'est un match piège. D'abord pour Doumbé et pour l'Asbina, qui également veut aller bousculer la hiérarchie. On s'entend un match, pour moi, déséquilibré en faveur de l'Asbina, à moins d'un revirement de la situation au niveau de Doumbé. Revirement de situation, les dernières infos. Oui, je reste sur la chute de Tchevi pour dire que Doumbé a été oxygéné par un montant que la fédération avait en concert avec le ministère octroyé à différentes équipes lors de la trêve. Donc, mais si vous allez au tréfonds de l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont déserté le camp. Hassan Traoré n'est plus là. Achiraf Seydou, leur métronome de cette équipe, est parti à l'ASK. Les joueurs sont partis et c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est un nouveau championnat qui va commencer pour Doumbé. Pour Doumbé avec Napo Cheni Cheka qui est allé construire quelque chose pour aller jouer contre l'Asbina. Comme Thierry l'a dit, ça serait un match piège pour les 2 équipes. Pour l'Asbina qui voulait surfer sur sa bonne forme de la première partie pour battre cette équipe de Doumbé. Mais attention, Doumbé aussi, malgré cette ribambelle de problèmes, viendra pas en victime expiatoire. Ils vont essayer de faire quelque chose pour enquiquiner un tout petit peu cette équipe de l'Asbina. Même un petit point ou bien match nul. Pourquoi pas? Doumbé est preneur. Je reste avec vous pour parler de la SCK
qui joue contre la SOTR. Match très ouvert. Oh oui, match qui sera très ouvert et en plus fermé. Pourquoi je dis ça? Si vous faites Qui va détenir la clé? Non, ben c'est sûrement la SK. Parce que c'est à Ouelou, hein, dans l'entre-deux de la SK. Quand Espoir est allé battre. Hein. Oui, on se rappelle oui, c'est Espoir qui seul qui détient la clé de ce stade-là. Et puis la SK, vous n'êtes pas sans savoir que lors de la première journée, avait battu difficilement 3 buts à 2 au stade de Kégué, 3 buts à 2. Maintenant, la SK a été, on a réorganisé. Il n'y a pas une équipe en forme. Hein. Oui. On n'a pas convaincu lors de la première phase. Oui, mais avec seulement 5 victoires sur 13 journées, cette équipe des chauffeurs veut maintenant aller conquérir leur deuxième place ou bien le fauteuil de leader. Ils ont fait des recrutements Robert Azonou a rejoint l'équipe. Je l'avais dit à Chiraf Seydou, le métronome de cette équipe de Tambo, de Djoumbé a rejoint le rang des chauffeurs. Et puis aussi, il y a un certain Moubarak Katawiri, qui a rejoint l'ASK. Attention. Métancouret toujours aux affaires. Métancouret toujours aux affaires. Diaby, le directeur sportif aussi, est aux affaires. Ça sent une sérénité autour de l'équipe de l'ASK. Maintenant, la COTR, lui aussi, qui n'est pas... C'était l'une des meilleures équipes de la phase aller, mais qui encaisse beaucoup. 13 buts encaissés lors de la première partie, ce n'est pas bien pour cette équipe de David Oko. Vous allez chuter là-dessus rapidement? Oui. Et lui aussi qui a fait des recrutements à la SOTR. Il y a Mohamed Ali Sadou, qui est l'ancien joueur d'un club portugais, qui a rejoint le club. Et puis il y a Donou Hubert, l'ancien joueur de CS passé par Agaza, et Bolosou Delac a rejoint le rang des Otérois. Intéressant. La SOTR ira au loup pour revenir avec les 3 points. Mais attention, les chauffeurs, toujours la clé de ce stade. La clé du stade, la clé du moteur. Pour la SCK, match à suivre 15h30 au stade de Ouelou, tout comme les 2 premiers qu'on a annoncés pour ce samedi. L'ASCO joue à la maison au municipal de Kara contre Espoir. Et Thierry Tengue, Espoir qui justement va arriver là-bas avec de la confiance. Oui, sûrement de la confiance, parce que quand on fait un déplacement, c'est pour aller faire un résultat. On sait que voilà, cette équipe d'Espoir Football Club a failli jouer un tout petit peu les premiers rôles lors de la phase aller, mais gangréné par ses problèmes internes, où parfois c'est résolu et ça surgit en même temps. J'espère qu'ils ont fait la part des choses avec une bonne organisation pour se dire que voilà, le football après tout, si vous prétendez bien sûr se retrouver au devant de la scène, il faut une bonne organisation, surtout de l'union sacrée. Pour Asco, c'est une phase aller un tout petit peu décevante pour les conduits de l'équipe champion en titre. Mais écoutez, en football, les grandes équipes savent réagir et rebondir au bon moment. Vous vous rappelez la phrase de M. Amani Yao? Il dit c'est à la fin du bal qu'on paye les chanteurs. Alors, oui, forcément. Pour les musiciens. Même si le cachet est bien défini, c'est à la fin qu'on vous remet votre enveloppe. Donc, on a eu des équipes qui sont aujourd'hui bien classées, mais Asco, avec toute l'ossature, même si on n'a pas retrouvé. Moi, c'est la déception, parce que c'est une équipe qui est restée avec la même ossature. 5 fois champion en titre, fois champion, de manière consécutive. Arrivé à un moment donné, il faut laisser sa couronne, mais avec la manière. Et j'ose croire que les condonnants vont essayer de réagir. Ça doit passer par Espoir de Zion qui cerveau agit. Attention. Attention. Il y a un match. La séquence c'est quelque chose. Ce sera du 50-50 pour moi. Et mon cher, il y a très ici. Merci, on continue. Vous voulez placer un mot? Oui, Asco, Espoir C2O. J'ai vu l'équipe d'Espoir C2O qui quitte aujourd'hui Tchévier pour rejoindre Kara pour cette expédition. Des visages décontractés. J'ai vu une équipe sereine qui veut aller encore jouer trouble fête à cette équipe. Asco de Kara. Maintenant, Théophile Bola est en place. Maurice Soudien, le directeur technique de cette équipe, est parti à Gboloso, mais il y a une sérénité. Si vous prenez l'équipe d'Asco de Kara, l'équipe a été rejointe par 3 pions essentiels. Je veux parler de Napo Songhai, qui a quitté les rangs des condonnants pour Vita Club en RDC, est revenu au Bercail. Il y a ce joueur-là, Sama Alimo,
Je vous le disais lors de la première partie, il est de retour à la maison, l'ancien joueur de l'ASK. La première partie, il a joué qu'une seule rencontre avec l'ASK, c'était au stade de Kiki face à l'ASOT. Après ce match, il a demandé une libération que le club a refusé, mais finalement, au bout des discussions, les dirigeants de l'ASK ont accepté de libérer le joueur. Donc, il a rejoint le rang des condamnants. Et puis, il y a un certain Ouattara Moutalabou, l'ancien joueur de Dasco, oui, qui était en Éthiopie, défense, force CS, est de retour au Bercail pour apporter le plus-value à cette équipe d'Asco de Kara. Donc, Asco Espoir, c'est un match à suivre de près. Est-ce que l'Espoir va perdre? Non, je ne veux pas dire que l'Espoir va perdre. Il a déjà la réponse. Non, je ne veux pas dire ça. Parce qu'avec votre déroulé, on a eu très peur pour Espoir et ses visions. Mais tout ce qu'il a cité tout à l'heure, des retours, ça craint pour Espoir. Mais le cœur parle. Ça, c'est le plus important. On continue. Il reste encore 3 matchs à décrypter. Il y a Unisport Gomido. C'est un match souvent ouvert. Hein? Oui, un match très ouvert avec cette équipe d'Unisport qui nous a quand même émerveillé lors de la phase aller, où il a joué un tout petit peu le premier rôle, mais arrivé à un moment donné, ils ont dégringolé un tout petit peu. Et Gomido qui a connu un championnat difficile, mais avec un entraîneur très expérimenté qui passe toujours ce discours motivateur. Et ils ont su relever un peu la tête du lot, et se retrouver dans une position un peu plus confortable, où on n'est plus relégable. Donc les Showboys, bon, attendons tout simplement à du chaud pour cette seconde phase. Donc, n'est-ce pas? Pour moi, on a vu une trêve où les équipes... Elle est meilleure à l'extérieur. Hein? Oui, l'équipe meilleure à l'extérieur. S'ils arrivent à bien combattre les brèches à domicile, ça peut se jouer également pour retrouver le top 5. Pourquoi pas? Attendons à une formation de Gomido pour aller un peu plus loin, parce qu'ils nous ont déjà montré que voilà, quand on tombe, il faut toujours continuer à travailler et se dire que voilà, l'avenir reste devant et il faut aller le chercher. C'est la philosophie de Jean-Paul Abalo qui ne lâche absolument rien. On va suivre également le duel étoile filante à Istanbul. Qu'est-ce que vous voyez, vous entrevoyez dès là? C'est deux équipes qui sont malades hein, depuis à la fin de la première partie de la saison. On a vu deux équipes, Tambour et Étoile filante, qui sont en convalescence. Hein, qui à chaque fois vont à la consultation, on se rappelle hein, lors de la première journée, c'est Étoile filante qui allait gagner Tambour à domicile. Tambour qui n'est pas au mieux de sa forme, ces joueurs qui ont quitté le rang de Tambour pour aller à Boulessou parce qu'il y a, vous connaissez très bien l'actualité. Qui est passé par là. Oui, donc bon, c'est un match que 50-50 pour les deux, un match nul pour les deux. Vous ne voyez pas de spectacle? Non, je ne vois pas de spectacle. Pas de spectacle, bien sûr. Mais si on va terminer avec ce face-à-face également, qui risque d'être très ouvert. Maurice Noussoudjé a rejoint bien sûr le littoral sur le banc de Bolo-Essou face au CDF Aknour. Que dites-vous là-dessus? Oui, nouveau rebondissement pour les requins mâles, avec l'arrivée de Maurice Noussoudjé, un entraîneur qui s'y connaît bien en la matière, avec plus d'expérience également. Il y a pratiquement les mêmes joueurs, sauf faire venir des nouveaux joueurs pour pouvoir étoffer cet effectif-là, parce que Bolo, pour cette phase aller, ils ont essayé un tout petit peu, même s'ils ne sont pas tout à fait menacés au niveau de la relégation. On s'attend mieux hein, au niveau de cette équipe d'Arokemal. Du côté d'Aléro, jouer un peu le premier rôle, mais ça manque de l'expérience au niveau des joueurs. Et surtout, ce n'est pas une équipe qui va aller chercher des bons joueurs pour pouvoir étoffer l'effectif. On fait avec. On a peur de dépenser? On a peur de dépenser. On n'a pas de bons joueurs pour l'instant. Bon, dire qu'ils n'ont pas de bons joueurs, c'est se moquer un tout petit peu de club. Il faut un travail à la base parce qu'on on demande à toutes les équipes. Hein. Bien sûr, on demande à toutes les équipes d'avoir des pépinières. Pour qu'ils puissent progresser. Pour qu'ils puissent progresser, même si au niveau de la fédération, on n'a pas ces différents championnats de U17, U20. Mais que les équipes emboîtent le pas déjà. Parce qu'on ne va pas. Il y a Claude, le coach d'Agaza, qui disait plus vous avez des pépinières, plus ça vous fait plus d'économies. Bien sûr, quand nous avons des districts, des ligues dans des différentes régions du Togo,
que ces équipes-là aillent verser ces championnats qu'organisent ces ligues, ces districts, pour des partenariats puisés. Puiser des bons joueurs. On n'a pas les moyens, mais il y a les moyens à côté. N'est-ce pas? C'est ces compétitions-là. La ressource humaine existe. Le talent ne viendra pas vous chercher. Pas du tout. Surtout en football, c'est aller chercher le talent. Donc pour moi, Maurice Ntoudjen, il a de la pression. Parce que son arrivée, c'est pour aller premier match à la maison. Premier match à la maison, quand on sait que voilà, c'est la pression au niveau des supporters, bah, tout compte fait, il faut gagner. Oui. Mais attention, face à CDF Akno, vous êtes prudent. C'est une équipe très très joueuse. J'ose croire qu'ils ont appris la leçon. Surtout lors de la phase aller, où on va retrouver forcément une autre équipe. Peut-être le tiki-taka, mais beaucoup plus réaliste. Le tiki-taka, beaucoup plus réaliste, ça s'est travaillé lors de cette Vous le dites bien. Oui. Rapidement, un mot là-dessus avant de voir le top 10. Oui, si vous prenez cette équipe de Bolosso, l'effectif est en place. Il y a certains départs naturellement, mais l'effectif a eu l'arrivée de deux joueurs, Fiassé Basile, l'ancien joueur de la SCO de Kara, et de Richard Aoudou, de Tambou FC de Dacha, y compris des joueurs comme Ferdinand Akonto, Landry Lego, Tondoro Sissé, Woneku Koku, ils sont là ils sont là pour aider cette équipe de Maurice Ntoudjen et de David Kouverkwe. Vous n'êtes pas à savoir qu'il est le nouveau directeur de cette équipe de Bolosso. Mais en face, il y a une équipe de CDF Akno qui avait aligné des défaites par ici et des victoires pour la fin de la première partie, mais qui ont reculé pour corriger des choses, pour revenir en force dans cette seconde partie. Oui. Attention à cette équipe de CDF Akno qui ira à Nanicharde, à Kbota pour retirer tout simplement les 3 points de Bolosso. Comme Tchavi l'a dit, Maurice aura une lourde pression parce que Tchèque Bedima, selon les indications, avait laissé une mauvaise impression du côté d'Anero avant son départ. Maurice est allé pour corriger des choses. Donc, bon, on lui souhaite le meilleur. Maurice Ntoudjen, un véritable trotteur, pardon. Il est passé pratique dans tous les clubs. Ah oui, pratiquement. C'est un coach, certes, qui a d'expérience. Et qui ne parle pas aussi. Mais la particularité, c'est que chaque saison, il a au moins un club, sinon 2. Oui, sinon ce n'est pas rien. On va voir le top 10. Le top 10, oui, de la Fédération togolaise de football. Pour regarder les clubs les meilleurs de la classe, on voit bien sûr que l'Étoile filante est bien devant, avec 23 unités, suivi de la SOTR et l'Unisport. Le top 3, bien sûr, mieux exprimé. Espoir n'est pas loin. C'est un temps 2 qui est le leader. Bien sûr. Vous avez dit Étoile filante de Lomé. Vous êtes sûr? Oui. Ah, toutes mes excuses. Merci. Merci, capitaine. Merci de nous redresser. Nous parlons plutôt de leur top 2. L'étoile filante n'est pas encore dans le top 10. Pas du tout. Pas du tout. Non, il est en éphémérie. La prophétie, il faut quand même se remonter le Quatrième, Espoir FC Dijon. LCK est bien 5e. On a Goulet sous-classé 6e. Asco prend la 7e position. L'Asbina n'est pas loin avec 18 points à la 8e place. Gomido est 9e. Et puis on retrouve l'AS Tambo à la 10e position. Les autres clubs, vous l'avez compris, CDF Aknour, Dombé et les autres, oui, ne sont pas dans le top 10. Mais non, ce n'est que la reprise à partir de ce week-end. C'est un championnat qui va être très, très serré jusqu'au bout, avec beaucoup de suspense. Mais aussi, les arbitres auront une grande responsabilité dans les décisions et surtout dans les résultats à venir. On va en parler tout à l'heure avec le patron ou le chef du département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Il est très ouvert. On va parler de tout, justement, pour éclairer la lanterne des uns et des autres. On va se permettre une pause, le temps d'installer Dr Claude Djaoupé. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. On se retrouve tout à l'heure. La seconde partie de l'émission Club Sport Santé, nous sommes toujours bien heureux de vous savoir aussi nombreux et intéressés par nos sujets. Il a été le capitaine de l'équipe, il est toujours là, à ma droite et à ma gauche. Nous avons été rejoints par Dr Claude Djaoupé, chef du département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Dr Claude, merci de répondre à notre invitation. Nous sommes tout heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour à vous, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Et c'est un plaisir pour moi également de répondre à votre invitation.
Comment vous sentez-vous sur notre plateau là en ce moment? Très relax. Très relax, comme un arbitre professionnel. Je rappelle que vous aviez été longtemps, pendant des années, arbitre international. Bien sûr, nous parlons de football. Docteur, on veut aller un peu dans la genèse avec vous. Nous, certains, on vous connaît, pas totalement en profondeur. D'autres écoutent ou entendent souvent votre nom de par le passé, mais ne vous connaissent pas vraiment. Qui est Docteur Diaoupé Claude? Merci pour cette question. Et je suis, disons Claude, parce que le titre docteur. D'accord, allez-y. Je suis Claude Kokou Diaoupé et je suis né à Lomé et je suis de nationalité togolaise. Et comme vous, j'ai commencé à fréquenter depuis Atapamé, où j'ai eu mon bac 2, mon baccalauréat deuxième partie, pardon. J'ai fait l'université du Bénin, à l'époque, aujourd'hui, l'université de Lomé. Et j'ai fait un doctorat dans cette université en 2019. J'ai commencé mon arbitrage en 1989 à Atapamé. Vous n'étiez pas encore né, mon cher Nelaïti. Donc, je suis actuellement consultant en diagnostic et changement organisationnel de gestion de conflits en milieu sportif. Je suis sociologue, comme je l'ai déjà dit. Et je suis actuellement chef de département de l'arbitrage au niveau de la Fédération togolaise de football. Je suis arbitre international de football de 2001 à 2013. Voilà, résumé. Oui, de manière simple. Simple. C'est vrai que vous êtes un homme très discret, mais aujourd'hui, vous avez accepté notre invitation. Nous vous disons vraiment merci et félicitations pour votre nomination. Merci. Pour parler justement de votre parcours, est-ce qu'il a été simple ou il a été semé d'embûches, d'obstacles, mais à force de résilience, vous êtes arrivé au top niveau? Vous savez, le travail d'arbitrage, c'est comme de l'art. Et un arbitre est un artiste. Et ne devient pas un artiste n'importe qui. On commence doucement, mais toujours des obstacles en chemin que vous devez vraiment affronter et pouvoir réussir par les contourner, si vous me permettez cette expression. Oui. Vous est-il arrivé de vouloir abandonner à l'époque, à une certaine époque? Oui et non. Oui et non. Surtout l'année où j'avais échoué à mon baccalauréat première et deuxième partie. Oui. Et tout le monde disait que je n'avais pas le temps pour apprendre, donc il faut abandonner l'arbitrage. Surtout les parents. Surtout les parents. Bon, surtout qu'on n'était pas avec ses propres parents, on était chez l'oncle, oui, qui pour lui c'est école ou rien. Oui. Mais comme on avait de la passion pour la chose, d'abord on nous a interdit de jouer. Et on avait vraiment de la passion pour la chose. On se cachait pour quand même aller arbitrer. Et c'est resté jusqu'à l'université où nous étions un peu libres et on a continué. Voilà brièvement, je peux dire les embûches que nous avons. Oui. Mais lorsque vous dites, il y a un adage qui dit que quand vous tombez, oui, il faut savoir se relever. Ça n'a pas été facile, et surtout après le grade fédéral, où vous allez commencer par arbitrer les matchs de la Fédération togolaise de football, c'est-à-dire les matchs d'élite, oui, D1, D2. Donc, il faut un tri et il fallait être parmi les meilleurs à l'époque. Physiquement d'abord et ensuite techniquement. Donc, la condition sine qua non, c'était d'être en parfaite condition physique. Et à l'époque, vous savez, on avait vraiment cette vélocité d'être vraiment au top de la condition physique, ce qui d'ailleurs nous a placé au-dessus dans la lignée, oui, des arbitres fédéraux. Et par après, la technicité, où on devait abandonner le cours parfois, et la fonction parfois, et pour aller se consacrer à l'arbitrage. Donc, c'est le fruit de cet abandon, quelque part, qui a fait qu'on est arrivé à ce niveau. Mais il y a aussi une charge, disons une charge nationale qui pèse sur votre personne lorsque nous sommes rentrés dans l'élite.
Et pour tenir le flambeau d'un pays comme le Togo, il ne fallait pas faire d'erreur à l'extérieur du pays. Vous en êtes conscient à chaque fois que vous devez siffler? Mais bien sûr. Vous avez ça dans la tête? Puisque c'était la première fois qu'on créait le groupe des élites. Exact. Et le Togo rentrait dedans par ma modeste personne. D'accord. Donc il fallait préserver cette place, cet acquis pour le Togo. Oui. Et pour préserver cet acquis, il faut travailler dur. Et c'est ce que nous avions essayé de faire pour maintenir le flambeau jusqu'en 2013. En parlant d'expérience, Claude Diaopé, vous vous rappelez de votre premier match de première division au Togo? C'était où? Et c'était quoi la confrontation déjà? Et pour mon match de première division, c'était à Agny. Agny. Agny, à l'époque, c'était Real d'Agny. D'accord. Avant qu'on échange à Boussé. Ah, ça s'appelait Real d'Agny. Oui, Real d'Agny. Ben, je ne vous pose pas la question. Oui, il y avait les Chanéré qui jouaient. 93, 12, 15 Non, je pense que ça devait être 89. 89. Oui, 89. Ah oui. Et moi à l'époque, j'étais élève arbitre. D'accord. J'étais élève arbitre et je venais de m'inscrire. On venait d'accepter ma candidature comme élève arbitre. Mais la Fédération togolaise de football avait désigné des arbitres sur ce match. Et à l'époque, le 4e arbitre était sur place. D'accord. Donc c'était Atapamé qui nourrissait Agny à l'époque. Oui. Donc on m'avait pris comme 4e arbitre pour faire ce match de première division en tant qu'arbitre candidat dans la corporation. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Vous gardez un très bon souvenir. Très bon souvenir de cela. Claude Diaopé, oui. Le mauvais souvenir que vous gardez, que ce soit au Togo à l'international, que vous n'avez pas forcément été fier ou... Non, vous savez, toute situation qui vous arrive, il faut tirer des leçons. Voilà, il faut la prendre positivement. D'accord. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je dis souvent que tout ce qui nous arrive concourt toujours au bien de mon être. Donc, je ne prends pas quoi que ce soit comme mauvais. Je le prends toujours dans le sens positif. On va toujours rester avec vous pour parler d'expérience. Vous avez été également un très bon arbitre à l'international, surtout sur les matchs de la Confédération africaine de football et matchs également de la FIFA. Là aussi, vous avez engrangé beaucoup d'expérience, Claude Diaopé. Oui, disons que, j'avais eu une chance de venir au moment où mes grands aînés devait partir. Pourra-t-on dire que vous êtes né sous une bonne étoile? Ah oui, on vous écoute, allez-y. Donc, vous savez, dans l'élite, il y a une stratification des arbitres. Il y a des arbitres qui débutent la compétition et qui s'arrêtent en chemin, d'autres qui continuent au milieu et d'autres encore qui terminent toute la compétition. Tout à fait. Donc, puisque sur le plan international, on ne vient pas là-bas, dans l'élite, on ne vient pas pour essayer. Vous êtes déjà prêt? Vous êtes prêt. Et quand vous commettez une erreur, vous êtes mis de côté. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de mais vous êtes nombreux. Pourquoi on va te donner encore une autre chance? C'est pourquoi on ne se hasarde pas à amener n'importe qui dans l'élite. C'est comme dans nos championnats de première et deuxième division. Et moi, je le dis chaque jour, si nous vous donnons une chance et que vous faites une bêtise, nous, on vous met de côté, on prend une autre personne. C'est votre message aux arbitres maintenant? Bien sûr, ils savent. Ils ont déjà reçu le message lors de notre dernière rencontre. Oui. Et nous ne venons pas pour chasser qui que ce soit, mais on est en train de leur faire prendre conscience du boulot qu'ils ont à exercer pour que demain, une équipe ne dise pas que non, c'est les arbitres, c'est les arbitres. Voilà la position que nous avions adoptée avant le début de cette seconde phase. Vous n'aimez pas trop parler de vous, mais la dernière question, c'est de savoir. On se rappelle de la finale de Ligue des Champions. Hein. En 2010, non? Oui, en 2010. Vous aviez eu l'honneur de diriger ce match. C'est en 2010? Oui, c'était en 2010, le 31 octobre 2010, à Lubumbashi. Finale de Ligue africaine de champions. Oui, la Ligue des champions africaine. Africaine, voilà. Entre le tout-puissant Mazembe voilà. Et l'Espérance sportive de Tunis. Voilà. Ah oui, cette expérience, elle est magnifique. Hein? Mais c'était, disons que c'est mon billet d'or. Moi, je rappelle billet d'or que j'ai pu avoir parce que je n'avais plus la chance d'aller à une autre Coupe du Monde. Oui. Donc, si la CAF a jugé utile
de confier à un Togolais, à ma personne, de diriger cette finale. Je dis que bravo, j'ai amené ce trophée au pays et que je préserve jalousement dans mes tiroirs. Vous avez gardé ça? On passera bientôt voir au salon. Il n'y a pas de souci. Je vais garder jalousement. Pour que mes petits-enfants, aussi puissent voir ça un jour. Et surtout, les jeunes arbitres qui sont en train d'arriver, qui ne vous ont pas vu siffler, également puissent être témoins de votre excellence dans l'arbitrage. On va parler désormais de vos défis et responsabilités au niveau des matchs, des officiels de match. Aujourd'hui, on a une bonne quantité de jeunes arbitres. On a également les expérimentés. Pas plus tard qu'il y a une semaine, vous les avez encore rencontrés au niveau de la Fédération togolaise de football. Claude Diaoupé, quels sont les défis et les responsabilités des officiels de match aujourd'hui dans notre championnat D1, D2 et D3? Nous avions dit que notre leitmotiv, c'est qu'une équipe ne se plaigne pas que c'est l'arbitre qui a fait qu'elle a gagné, ou bien c'est l'arbitre qui a fait qu'elle a perdu. Nous, on veut rester juste au milieu et gagner les 10 points. Parce qu'un arbitre est noté sur 10. Et un arbitre qui a 10, les clubs n'ont que 3 points. Ils ne cherchent que 3 points. Donc nous, on veut avoir nos 10 points. Eux aussi, ils veulent avoir leurs 3 points. Notre défi, c'est de tout faire pour satisfaire tout le monde. Mais ça peut arriver, on est humain. Ça peut arriver que des arbitres se trompent. Une fois, c'est passable. Une seconde fois, peut-être. Mais une troisième fois, ça devient de l'incompétence. Là, nous vous mettons de côté. C'est la décision. De l'AIT, nous avons souvent l'opportunité d'aller regarder des matchs de D1, D2, la D3 qui démarre très très bientôt. On a bien sûr sur ce plateau Dr Claude Diaoupé. Oui, il y a certaines situations, les supporters ne comprennent pas, qui disent non, tel arbitre, on ne le veut pas, tel arbitre. Si souvent contre nous. Oui, votre interprétation justement vis-à-vis de ça. Oui, on a vu ces cas lors de la première partie, ou bien la saison écoulée aussi. Ces dirigeants, parfois c'est les dirigeants du club qui recusent tout simplement certaines désignations. X, on ne veut pas sur notre match. Y, non. Vous avez Atchevier, le cas est palpable, c'est Atchevier. On ne veut pas avoir M. Atchiogbe sur notre match. Voilà, c'est des interprétations. Dieu merci, le président a dit, le chef du département a dit que aujourd'hui, il ne veut plus voir ces cas sur les différents stades. Oui. Maintenant, monsieur, quand tu ne fais pas bien, tu vas directement... Tu peux être mon petit frère, mon cousin. Tu vas directement à la maison. Ça devient un signal fort aux arbitres pour aller chercher à bien se perfectionner sur les matchs. Ce qu'on demande aux arbitres, ce n'est rien d'être impartial, de siffler ce qu'ils ont vu. Donc voilà. Pour revenir à la question où ça revient souvent, on a perdu ce match à cause de l'arbitrage. Ça vous revient également au niveau du département de l'arbitrage? Oui, mais bien sûr, chaque jour, la commission a des dossiers à étudier. Oui. Mais disons aussi qu'il y a aussi un manque de connaissances des lois du jeu au niveau du public et au niveau des dirigeants. Oui. Et même au niveau des dirigeants? Oui. Ah bon? Oui. Les présidents de club qui ne maîtrisent pas les lois du jeu? Non. Vous savez, même moi qui vous parle ici, chaque fois, actuellement même, je suis en train de discuter d'un cas avec un de mes responsables. Parce qu'il y a certaines situations, la compréhension n'est pas la même, l'interprétation n'est pas la même. Et l'une de nos visions, l'un de nos défis, c'est de retourner toujours à la formation. D'accord. Et cette formation ne se fera seulement pour les arbitres, mais aussi pour les formateurs et les dirigeants. Et nous-mêmes, journalistes aussi. Les journalistes et surtout, les joueurs. Vous voyez, pour être un joueur professionnel, tu dois apprendre l'arbitrage. Vous pouvez demander, vous pouvez faire des enquêtes, on vous dira. Mais si tu ne connais pas la loi, tu vas chaque fois payer des amendes dans ton club. Oui. Parce qu'il y a certaines fautes, quand tu les commets, c'est que tu es punissable par le club. Le club, oui. Donc, ça se passe aussi chez nous au Togo? Je ne pense pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais peut-être que lorsqu'on va rentrer dans la professionnalisation, et chaque club doit avoir son arbitre pour apprendre et pour éviter de ces petites erreurs qui se passent chaque jour, ou bien de mauvaises interprétations que les gens font de la loi du jeu. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On sait très bien que notre football tend
tout doucement vers le professionnalisme. Aujourd'hui également, il y a également cette question des équipements, parce qu'il y a sur certains matchs, on a des arbitres qui ont les kits, sur certains, on n'en a pas. Pour nous, les citoyens lambda, on veut comprendre. Des fois, on a l'impression qu'il y a sur certains gros matchs ou gros duels, on choisit de mettre des kits sur des matchs où il n'y a pas d'enjeu. Oui, ça vous fait rire. C'est ce qui nous vient souvent en tant que journaliste. On nous pose des questions, mais on n'est pas de l'arbitrage. Répondez-nous, docteur Claude. Au fait, aujourd'hui, vous voyez, les choses ont été modernisées. Et la meilleure, ou bien la qualité aujourd'hui, c'est d'utiliser des outils accessoires à l'arbitrage. Oui. Et je vous dis que ces outils informatiques peuvent avoir des pannes en cours de chemin. Et ça arrive souvent. Vous allez voir que parfois, pour que l'arbitre même puisse entendre la VAR qu'il appelle, il colle la main au menton, au micro, pour pouvoir bien écouter. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien. Même la VAR qui est là-bas, ou bien l'arbitre VAR qui vous appelle, fait des interprétations erronées. Même chez les Occidentaux. Oui, mais là où c'est très poussé. Très poussé. Donc, dans l'une des enquêtes que l'IFAB a menées, ils ont constaté qu'il y a toujours ce que nous appelons erreur en arbitrage, puisque l'erreur fait partie de l'arbitrage. L'IFAB, c'est l'institution qui gère mondiale, qui est garant de la sécurité des lois du jeu. D'accord. Donc, dans l'une de ces enquêtes, elle a trouvé que, même la VAR qui commet des erreurs, est-ce qu'on ne peut plus revenir au basique. Et aujourd'hui, c'est en cela que nous sommes en train encore de revenir. Les fondements, les sous-bassements, les b.a.-ba de l'arbitrage. Parce que vous pouvez commencer, lorsque vous faites trop confiance à votre outil, vous risquez d'être trompé en cours de chemin. Et ça arrive. Et vous ratez votre match. Vous ratez votre match. Et il y a des interprétations le lendemain, des supputations, et parfois même des punitions à ces arbitres. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, en Afrique, qu'est-ce que nous conseillons à nos arbitres? D'accord. Puisque nous ne sommes pas mauvais, nous ne sommes pas les derniers non plus de la classe. Au contraire, il y a certaines choses que les Européens copient chez nous pour aller améliorer. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. On a l'impression que c'est le contraire. Hein? Non. Donc c'est un partage d'expérience. Bien sûr. C'est pourquoi en arbitrage, on ne se lève pas pour dire que je connais. Non, en arbitrage, on ne connaît pas. On continue. C'est une recherche perpétuelle. Perpétuelle. Hein? Oui, et de connaissances. Et un partage perpétuel. Et si je vous donne par exemple le cas des gates. Oui. Et le cas des gates, quand nous parlons de gates, c'est comment l'arbitre doit arriver au niveau de la surface de réparation. Ça prend. Et c'est les Africains qui ont initié cela. Donc, quand les Africains ont initié cela, les Européens ont trouvé que c'est bon. Ils se sont appropriés, ils ont modernisé pour mettre ça dans les lois du jeu. Ça vient de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Afrique. C'est pourquoi souvent je dis que ce n'est pas nécessairement l'arbitre là qui siffle la Champions League européenne qui est meilleur à notre arbitre togolais. N'est-ce pas? Mettons notre arbitre togolais dans les mêmes conditions que celui-là. Vous allez voir le résultat qu'il va donner. Mais un citoyen lambda pense autre chose. Oui, c'est normal. Vous savez, c'est deux choses incomparables. Moi, je ne compare pas un arbitre togolais à un arbitre tunisien. D'accord. Je ne peux pas le comparer parce que les contextes sont différents. Les conditions aussi. Les conditions également sont différentes. Vous le dites bien. Il faut, avant de parler de la promotion de la jante féminine en arbitrage, avec cette fierté que représente bien sûr Madame Vicencia Amédomé, aujourd'hui, vous sentez que la FTF tient forcément à ce qu'on ait un arbitrage excellent, d'abord sur le plan national, et arriver à placer les arbitres au niveau continental et au niveau de la FIFA. Oui, je pense que c'est un défi de la FTF. Et pour y arriver, c'est ça que j'ai dit au début, nous ne pouvons pas nous lever ou bien nous ne pouvons pas vraiment nous hasarder à amener quelqu'un qui n'est pas excellent dans l'élite. Vous l'amenez là-bas, il va concourir avec ceux qui sont excellents. Mais il suffit seulement de lui donner un petit match quand il commet une petite erreur, mais il revient à la maison. C'est vous qui perdez. Et pour que vous envoyez encore, il faut encore un perpétuel changement. C'est pourquoi il faut que les arbitres soient prêts. Ici, sur le plan national d'abord,
Et cela dépend de nous, nous formateurs. Nous devons aussi les former correctement pour que quand ils se retrouvent là-bas face à leurs collègues des autres pays, pour qu'ils se sentent d'abord à l'aise. Parce que quand tu connais, tu n'as pas peur de qui que ce soit. C'est lorsque tu ne connais pas que tu as peur. Mais quand tu connais, on te donne le match et tu as l'habitude de faire ce match. Mais tu n'as peur de personne. Tu officies et tes dirigeants qui sont là-bas t'apprécient, ils te notent et ils te disent que voilà, vos formateurs font du bon travail. Donc, ils n'ont qu'à faire comme nous, on l'avait fait à l'époque. Nous, on s'entraînait chaque jour. C'est pourquoi je dis que l'arbitrage, c'est une question de volonté et de disponibilité. On n'est pas arbitre pour siffler dimanche, attendre dimanche venir. Non. On veut juste gagner de l'argent. Non. Non. On est arbitre en sifflant chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, matin, soir, vous êtes sur le terrain. C'est comme les joueurs. Oui. Donc, si vous n'avez pas le temps d'arbitrage, comment est-ce que vous pouvez aller arbitrer un match? Vous sifflez aujourd'hui dimanche, parce que la fédération vous a désigné. Vous attendez dimanche prochain, pourquoi vous envoie encore une autre désignation? Vous risquez de faire des erreurs. N'est-ce pas? Alors que chaque jour, si vous vous entraînez avec les équipes de quartier, les équipes des centres de formation, vous avez le temps de match. Les petites erreurs que vous commettez, vous les réparez au fur et à mesure à l'entraînement. Et lorsque vous êtes devant un match, c'est comme toujours de l'entraînement, ça devient vraiment, disons, une facilité pour vous et vous avez toutes les conditions pour réussir le match. Évoquons la promotion de la gente féminine en matière d'arbitrage. Ça vous tient à cœur? Oui, mais bien sûr. Ça tient à cœur à la Fédé? Oui, mais bien sûr, c'est aussi l'un des défis, puisque nous avions des dames qui sont déjà passées. Et Mme Kaï, Mme Amedji, Mme Agboyi, Mme Djodopé, Mme Padenou, Mme Asibi, et qui ont déjà tracé le chemin à nos jeunes dames qui sont là aujourd'hui. Et donc, si vous le permettez, nous profitons de votre antenne pour féliciter Mme Amédomé Vicentia, qui tient le flambeau du pays actuellement. Elle est actuellement à la CAN U17 au Maroc. Et elle a fait déjà 3 matchs. Et un match comme arbitre, et un match comme 4e et un autre match comme arbitre VAR. Donc vous voyez déjà, ça veut dire qu'elle est déjà dans le circuit. Elle se prépare pour la Coupe du Monde 2026. Exactement. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est comment faire pour amener nos jeunes dames qui sont déjà au niveau des centres de formation pour sentir qu'elles ont vraiment un travail à faire pour devenir Madame Amédomé Vicentia demain. Donc c'est un travail de longue haleine que nous allons faire. Et on ne serait pas aujourd'hui pour devenir médecin. Pas du tout. Lorsque vous terminez le cursus, vous vous spécialisez. Ah oui. C'est comme chez nous, lorsque vous avez votre grade fédéral, vous devez maintenant vous spécialiser. Donc c'est un travail qui va prendre le temps. On est en train d'aller mollo. On est en train de placer les bases et voir dans quelle mesure, quelle stratégie adopter maintenant pour que la formation soit vraiment pérenne et stable. On va terminer justement cet entretien, en tout cas cette discussion, on pourra vous écouter tout au long de cette émission parce que tout ce que vous dites est vraiment très intéressant. La fédération vous fait confiance et vous aussi, vous voulez faire un excellent travail à la fin de votre mandat. Oui, mais je pense que c'est ça même mon défi. Oui. J'ai été nommé. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci, merci. J'ai été nommé et les gens ne jugeront pas la personne Diaoupé Kokou, mais c'est ce que j'ai fait. Et il faut que les faits parlent d'eux-mêmes pour que la fédération puisse savoir qu'elle ne s'est pas trompée de personne. Docteur, vous avez oublié quelque chose qu'on n'a pas souligné ici pour terminer? Non, moi je suis toute attente et ce serait un plaisir pour moi à chaque fois que vous m'invitez de venir parler de l'arbitrage pour que les gens puissent savoir que notre arbitrage aussi est quand même au summum et que nous avons besoin tous de le soutenir. Exactement. Et pour terminer, je voudrais vraiment prier et demander aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs de se calmer. Et les arbitres sont en train de faire un bon boulot. Et je leur rassure, la montée, le maintien ou la descente d'une équipe ne proviendra jamais de l'arbitrage.
Docteur Claude Diaoupé, en tout cas, mille gratitudes à vous. On a encore appris beaucoup de choses avec vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous ne viendrez pas ici pour la première fois. On va vous retrouver très bientôt. On a envie d'en prendre. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Même si vous voyez des clips, des vidéos qui passent et qu'il y a des commentaires alambiqués tout autour, invitez-nous. Nous allons venir expliquer pour que les gens puissent comprendre le fondement même de la décision prise par l'arbitre. Merci beaucoup, Claude Diaoupé, chef du département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Mon cher capitaine, merci beaucoup. Non, le plaisir est partagé. On remercie quand même Thierry Tengue qui est resté dans l'ombre de l'autre côté. Sans oublier Fernand, Patrick et tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission. Rendez-vous, c'est lundi, bien sûr, à partir de 12h30 sur SOS Docteur TV. D'ici là, on vous souhaite le meilleur, en bonne santé surtout. À très bientôt. Bye bye.